Les fenêtres à l'intérieur de ce type-là, à l'intérieur de la cour d'honneur, étaient à portée de main des révolutionnaires grâce à un coussif qui reliait les deux bâtiments juste au-dessus de la galerie Renaissance. Et donc du coup les révolutionnaires ont pu s'y attaquer. Donc dans la cour d'honneur, au mieux il y a encore deux éléments debout et encore bien dégradés. Alors on va pouvoir rentrer dans le château. De manière à viser les personnes qui arrivent par là, ou quand, si on les a visées, ou tout simplement quand il y a d'autres personnes qui sont déjà arrivées ici, de pouvoir également viser par là. Sur les brosses que vous avez de part et d'autre de la fenêtre pour obtenir ce style de fibre que l'on traitait et ensuite que l'on filait à l'aide de ce rouet. En général du lin, de manière à rendre le vêtement un peu plus portable et un peu plus agréable. Et la production de cordage de chanvre était relativement prospère puisqu'il y avait beaucoup de champs de chanvre et qu'il y avait un port pas loin, le port de Bordeaux, qui était assez prospère à l'époque, avec notamment à un moment le commerce triangulaire, et puis ce qui générait une demande en termes de cordage assez importante. Alors, ici vous avez une cheminée qui est de taille et qui permettait à l'époque de cuire des pièces entières de gibier qui arrivaient directement de la chasse. Et donc ça permettait d'envoyer un message aux gens à une époque où les gens étant analphabètes, ça servait à rien de placarder des affiches pour expliquer une situation. Alors ici, vous trouvez dans une chapelle qui n'était pas une chapelle à l'origine, je dirais même qui ne pouvait pas être une chapelle, puisque la première famille propriétaire du château qui a lancé la construction du château, c'est la famille de Gaumont, qui était protestante. Donc, étant protestant, il n'y avait pas lieu pour eux de faire une chapelle. Et cette pièce, qui est d'ailleurs l'une des plus anciennes du château, hein, 13e siècle, avec une belle clé de voûte, cette pièce était à l'origine une salle de jugement qui était utilisée pour rendre un jugement. Et donc, quand on allait rendre un jugement, on faisait monter les prisonniers des oubliettes, on les mettait dans le cachot qui est par là. Cachot dans lequel on pouvait mettre jusqu'à 21 personnes, ce qui donne une idée des conditions de détention de l'époque. Comme le disait un militaire il y a quelques jours, c'était vraiment la surpopulation carcérale avant l'heure. Je vous propose de continuer. Alors, vous trouvez ici devant une armure assez ancienneté que l'on peut voir à la manière dont sont assemblés les éléments.
compte tenu des armes que vous pouvez voir aux alentours avec les lames correspondantes, eh bien, de glisser sa lame dans l'espace, ce qui permettait de blesser mortellement, ou en tout cas gravement, l'adversaire. C'est pour ça qu'on mettait ce que vous avez à droite, une côte de maille en dessous comme protection. Que l'on appelait coffre de la mariée, puisque ce qui était appelé coffre de la mariée pour emporter ça dans son nouveau foyer. Ici, vous avez une lance dans un format de lame très calculé et intentionnel, puisque ce format permettait de générer ce que l'on appelait des blessures triangulaires qui mettaient beaucoup plus de temps que les autres à cicatriser. Une utilité et une efficacité quelque peu réduite, puisque peu de temps après, les armes à feu sont apparues. Alors, on va rentrer dans le grand salon, un des points d'orgue de votre visite. Les difficultés de chauffage, mur faux plafond, pardon, qui arrivait jusqu'au niveau du haut des tapisseries. Et c'était également l'emblème absolument magnifique de Constantinople, ce qui me permet de faire le lien avec les fresques tout autour de la pièce qui représente la ville de Constantinople, chose que l'on a compris à l'aide des croix 102 inversées au sommet des tours sur cette fresque, qui représente donc Constantinople dans sa globalité. Ici, on a la tour qui domine le détroit du Bosphore et les navires marchands qui croisent. Ici, la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, qui a été récemment reconvertie en chapelle. Ici, vous pouvez voir sur cette tapisserie que vous ne maîtrisez pas du tout la perspective. Et donc, vous avez des tailles, des dimensions assez invraisemblables au niveau de ce château et de ce chasseur sur cette scène de chasse qui est dépeinte. Vous voyez des coutures d'assemblage de tous les éléments, coutures qui font que l'on ne plie pas une tapisserie, puisque ça ferait ressortir les jointures au niveau des coutures d'assemblage, mais au contraire, on roule une tapisserie. Alors au-dessus, on mettait le gibier à plumes, et en dessous, sans jeu de mots, le gibier à poil. Alors, de part et d'autre, ici, vous avez des bibliothèques avec vitrines. À ma gauche, vous avez des livres très anciens, dont certains sont rares et d'une très grande valeur. Alors ici, vous avez des objets que vous reverrez au cours de la visite, notamment tout autour de la salle, vous avez des armes, avec en plus là, une tapisserie dedans. On la remplissait de poudre et on allumait la mèche qui partait par derrière. Et ce qui avait un impact, c'était pas tant l'explosion que le souffle de l'explosion qui permettait d'enfoncer la porte en la faisant sortir de ses gonds. Et après, il n'y avait plus qu'à passer avec un bélier. Ça permettait aux soldats qui attaquaient la porte, le fort, la ville ou le château, eh bien, d'y pénétrer à l'intérieur. Il faut savoir que c'est l'un des deux pétards qui ont permis la prise de la ville de Cahors en 1580 par Antoine de Bourgogne et Henri de Navarre. Et cela, on le sait, grâce aux écrits de celui qui a raconté les événements. Et de se vanter de l'étendue des possessions du château que l'on pouvait contempler sans se déplacer, juste en balayant les environs avec ses yeux, puisque les possessions allaient de Calvignac à Saint-Cyr-la-Popée vers la gauche, que l'on ne voit pas parce que caché par les arbres, mais que l'on devine à quelques kilomètres. Dans le cadre de sa quête de la pierre philosophale, l'argent, le plomb, l'argent et le cabinet d'alchimie avec deux types de dégradation. Une dégradation ici qui est venue par une infiltration via les éléments fortifiés que vous voyez au-dessus de la porte. Et ici, autre dégradation pour une toute autre raison, puisque notre amie Juliette Sage, quand elle est arrivée ici, elle a reconverti cette salle en salle de bain et elle a mis sa baignoire ici. Et donc ce sont les vapeurs d'eau qui ont contribué à dégrader le mur et détruire les fresques. Vous pouvez voir que notre amie Juliette Sage était non seulement superstitieuse, mais aussi quelque peu prude, puisque sur cette scène du bain d'Hélène, elle a couvert la poitrine d'Hélène d'un soutien-gorge qui n'est pas d'origine. Et ici, sur cette scène des trois déesses de la vie, elle les a couvertes d'un body qui n'est également pas d'origine. Alors ici, vous avez un four alchimique, le four à Tanor, avec ici
le symbole alchimique que vous avez vu au-dessus de la cheminée dans mon salon. Et puis ici un autre symbole alchimique qui est le symbole de la putréfaction, du plomb des cendres par lequel on doit passer pour arriver à l'état de la matière suivante, de manière à renaître de ces cendres, un peu comme le sphinx qui est d'ailleurs l'animal symbolique de l'eau. Et donc pour ce faire, il a pris des mains d'Atlas, de ses épaules, le monde, le temps qu'il y aille. Quand il est revenu, il a réussi à en revenir miraculeusement ou pas. En tout cas, il en est revenu avec les pommes d'or, son identité. Parce qu'en fait, Phéton était le fils d'une union illégitime entre Hélios, le dieu du soleil, et une femme humaine. Ça fait le tour de la Terre, et la Terre a commencé à s'enflammer. On se servait également de la coiffeuse pour stocker le parfum, parce qu'à raison d'un bain par semaine, il valait mieux avoir une bonne dose de parfum. Et on stockait également de la poudre, puisqu'on se poudrait la perruque, on mettait la poudre là. Alors, on va repartir en